Vous êtes bel et bien sur R7 si vous le rejoignez. Mesdames, Messieurs, merci de suivre cet édito. Il ne s'agit ici que d'un rappel ou d'une découverte pour certains, pourquoi pas. Le Parti congolais du travail, comme vous le savez, autrefois porteur de l'idéologie marxiste-léniniste et qui se revendique depuis les années 90 de la social-démocratie, n'est en réalité qu'une machine profondément gangrénée par la corruption, le vol, le népotisme, les détournements massifs des deniers publics en série et orientés vers le profit personnel. Certains d'entre eux, pourtant issus des familles pauvres ou de simples fonctionnaires, ont accumulé de façon frauduleuse des richesses atteignant plusieurs milliards de dollars. Nous parlons bien de plusieurs milliards de dollars. Christelle Denis Sassou Nguesso, par exemple, dispose de plus de 3 milliards de dollars, tandis que Gilbert Ondongo avoisine les 2 milliards de dollars. La liste pourrait continuer avec, entre autres, Lucien Ebata, Rodolphe Adada, Richard Bruno Itoa et Jean-Jacques Bouya, qui à eux seuls ont accumulé et planqué dans les paradis fiscaux plus de 5 500 milliards de francs CFA. Révélation à la une du quotidien français Le Monde, avec moult détails à l'appui. Le pétrole congolais s'évapore dans les paradis fiscaux. Le clan de Denis Sassou Nguesso éclaboussé par le scandale des Panama Papers. Le premier homme qui apparaît dans cette enquête, c'est Lucien Ebata, homme d'affaires à la tête d'Orion Group, société de trading pétrolier. Elle est établie en Suisse, immatriculée aux Seychelles par la firme Mossack Fonseca. Mossack Fonseca, la firme au cœur du scandale des comptes offshore. Certains de mes clients pour l'Afrique me règlent cash, car les virements prennent du temps. Voilà ce qu'explique Lucien Ebata en octobre 2012 lors de son interpellation en France avec en poche 182 000 € en espèces. Parmi ses clients, la Société nationale des pétroles du Congo, dont le directeur général adjoint n'est autre que le fils cadet du président, Denis Christelle Sassou Nguesso. Et lui aussi a fait appel à Mossack Fonseca pour créer une société domiciliée aux îles Vierges. Mais un proche du président tempère. Denis Sassou Nguesso n'est pas intéressé par l'argent et méprise les activités pétrolières douteuses menées par son entourage. Pourtant, l'un de ses plus proches conseillers est sur le banc des accusés dans ce scandale. Bruno Jean-Richard Itoa, directeur général de la Société nationale des pétroles, aux côtés du fils du président. Il a déjà été mêlé à de gros détournements de fonds via des sociétés fictives. Même si depuis l'affaire des biens mal acquis, la famille Sassou Nguesso tente de prendre plus de précautions, il ne fait aucun doute que tous ces montages offshore permettent la subtilisation d'une partie de la manne pétrolière du Congo. Le Parti congolais du travail, vous pouvez le constater sur le terrain, est un régime ayant systématisé le détournement des ressources nationales, affaibli l'économie du pays et instauré une gouvernance fondée sur un endettement excessif. C'est le point central de cet éditorial. Analyser pourquoi le tyran Sassou Nguesso maintient-il délibérément le Congo dans une situation de surendettement chronique. Cette approche s'inscrit, croyez-moi, dans une stratégie politique machiavélique comme vous allez le découvrir dans les développements qui vont suivre. Depuis son retour au pouvoir par coup d'État militaire en juin 1997, Denis Sassou Nguesso a plongé le Congo dans une spirale infernale de dépendance vis-à-vis des institutions financières internationales, malgré des périodes d'embellie financière où le pétrole congolais s'est vendu parfois à 115 $ américains le baril avec une capacité de production, vous le savez, de 350 000 barils par jour. Ajoutez à cela l'exploitation des autres ressources naturelles comme le gaz, les minerais, les terres arables, les ressources maritimes et forestières dont certains revenus ne parviennent jamais, mais alors jamais au trésor public qui est la seule caisse de l'État congolais, mais alimente plutôt les caisses du Parti congolais du travail que j'assimile souvent à une organisation criminelle. Moi, quand j'étais ministre des Finances, la décote était de 1,5 $. Moi, aujourd'hui, la décote dépasse les 6 $. Est-ce que la nature a changé en oral,
en mer du Nord et en Amérique. Ça n'a pas changé. Et le pétrole congolais n'a pas changé. C'est toujours les mêmes. Oui. Pourquoi la décote est passée à 6,5 $? Donc c'est des choses qu'il faut regarder de très près. Donc mon problème c'est restaurer la liquidité de l'État pour que ce qui appartient à l'État rentre dans les caisses de l'État. Parce que la SNPC est censée vendre le pétrole à part du Congo, c'est exporté, mais l'argent n'est jamais rentré dans notre pays. Jamais, jamais, jamais. Personne ne viendra vous dire qu'on a vendu tant de cargaisons que tel jour, le produit des cargaisons est rentré dans le trésor congolais. Ça n'existe pas. Mais cet argent reste où? Il est où? On sait. Il est placé dans les paradis fiscaux, dans les comptes des particuliers. Le trésor congolais n'a pas un compte à l'extérieur. En dépit de ces richesses exploitées, la population congolaise, estimée à peine 6 millions d'habitants, demeure dans une précarité absolue. Manque d'eau potable, pas de courant électrique fonctionnel, les infrastructures routières sont totalement délabrées, mais aussi la violation fréquente des droits humains. Les tissus routiers de la ville de Pont-Noir laissent à désirer depuis plusieurs années. Dans le 3e arrondissement de Tchétché, où notre équipe de reportage a fait le constat, les avenues Mariangwabi, communément appelées Borbor, Indépendance, et celle qui traverse le quartier 7 de Dani, à proximité de l'hôpital de base Congo-Malembe, la surface de la route présente un visage désagréable que les riverains ont décrié. Pointe-Noire, c'est la capitale économique, mais regarde l'état de la route. C'est pas normal, ça fait très mal. Et eux, ils ne voient pas ça vraiment. Imagine dans la ville, on a parlé à plusieurs reprises. L'état de la route, la ville est très sale, Pointe-Noire. C'est pas possible. Après Tchétché, notre équipe s'est déployée sur l'avenue Ernest Kombo en allant vers le quartier Mbota Carlos dans le 4e arrondissement Luandjili. Nid de poules par-ci, trou béant par-là, c'est le spectacle que vivent au quotidien les usagers de la route, rendant ainsi la circulation difficile. Les habitants de Carlos, pour sortir, pour aller au travail quand ça pleut, c'est impossible. Carlos, c'est un petit quartier qui ne demande pas beaucoup de choses. Mais on a besoin juste de la route. Comment voulez-vous, dans une ville économique comme Pointe-Noire, nous vivions dans un siècle là, tout est développé, mais on n'arrive pas à aller au boulot parce qu'on a une route qui est précaire. Avant, Pointe-Noire, c'était Pointe-Noire la Belle. Mais maintenant, c'est pas la Belle, c'est gaspillé. Un autre usager de la route abordé à ce sujet sur l'avenue Maluango et la route nationale proche du cimetière Monkamba, dans le 5e arrondissement Mongpoku, pense que les autorités devaient prendre leurs responsabilités afin de trouver des solutions durables à ces problèmes qui perdurent. Même à quelques encablés du rond-point Kassai en plein centre-ville dans le 1er arrondissement Lumumba, le constat reste amer. Cette dégradation évoquée tous les jours par les Ponténégrins pointe du doigt les limites de la municipalité de Pont-Noir à répondre efficacement et favorablement aux attentes des populations qui continuent à vivre dans un environnement précaire. Tous les indicateurs, je dis bien tous, sont au rouge. La dette, si vous ne le savez pas, qu'elle soit publique ou privée, est un outil de domination économique et politique. C'est quoi le stut avec la dette publique? Le stut, c'est qu'on doit se serrer la ceinture pour la rembourser. Pareil qu'on a vécu au-dessus de nos moyens, que maintenant, il faut faire des économies. En tout cas, c'est ce qu'ils disent à la télé. Oui, tu parles. Ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'il faut faire des sacrifices et que ça ira mieux demain. On entend toujours, hein? Bon, on ne vit pas au-dessus de nos moyens. Ils disent ça pour faire passer la pilule, hein? La pilule? Oui, l'austérité, les sacrifices, les plans coupe-coupe. Faut couper dans les dépenses publiques, couper dans les soins de santé, couper dans les salaires, couper dans les pensions, couper dans la culture, couper dans les chômeurs. Le surendettement chronique, vous le savez aussi, n'a jamais amélioré les conditions de vie d'un peuple, mais plutôt conduit à des politiques d'austérité imposées par les créanciers. C'est une stratégie qui vise à soumettre la population en la maintenant dans une dépendance totale et permanente. Vous l'avez probablement constaté que depuis son retour au pouvoir, Denis Sassou Nguesso n'a cessé d'accumuler des dettes insoutenables auprès du FMI, des banques internationales ou encore des puissances étrangères comme la Chine. La dette du Congo vis-à-vis de la Chine est de 1100 milliards, je dis bien 1100 milliards, en ce qui concerne la partie publique et bancaire, et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc au total, en gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine,
pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville. La corniche, les tours jumelles, la nationale 1, et j'en passe, et le ministre Bouyam à gauche est plus capable d'ailleurs, plus apte à vous faire citer l'ensemble de la contrepartie de cette dette. En parallèle, les recettes pétrolières du Congo, qui constituent environ 80% des revenus économiques du pays, sont détournées et planquées dans les paradis fiscaux. Nous sommes en décembre 2025, soit 28 ans depuis son retour au pouvoir par les armes, un pouvoir sans partage et malgré d'énormes ressources naturelles exploitées citées en amont, la dette publique du Congo est d'environ 8 000 milliards. Écoutez bien, 8 000 milliards 500 millions de francs CFA, soit 99% du PIB. L'encours global de la dette publique à fin septembre 2024 est de 8 151,9 milliards de francs CFA, repartis entre la dette extérieure, 3 275,5 milliards, soit 40%, et la dette intérieure, 4 876,4 milliards, soit 60%. Pour le Premier ministre, le service de la dette étant lourd, le gouvernement s'efforce à maintenir l'équilibre avec les ressources de l'État. Quand nous arrivons à la fin de chaque mois et que nous nous retrouvons avec un service de la dette plus élevé que les ressources que nous avons, près de 350 milliards de francs CFA, rien que pour toutes les dépenses, avec des pics parfois de 150-180 milliards de francs CFA pour la dette, face à des ressources mensuelles qui avoisinent 120 milliards, vous comprenez que nous ayons des difficultés. Pendant cette période, donc, on a vu s'accumuler les arriérés des salaires et des émoluments. À cela s'ajoute un eurobond récemment émis par le gouvernement congolais qui lui a permis de lever 670 millions de dollars, soit environ 400 milliards de francs CFA. Comment justifier un tel cycle d'endettement alors même que des excédents budgétaires estimés à 14 000 milliards de francs CFA, soit 26 milliards de dollars américains du contribuable congolais, ont été planqués dans les paradis fiscaux? Pourquoi ces fonds ne sont-ils pas rapatriés ou ne serviraient-ils pas à rembourser la dette du Congo? À quoi servent donc tous les revenus des ressources naturelles exploitées du Congo? Comment expliquer qu'un pays disposant de telles épargnes continue à emprunter et parfois à des taux scandaleux pour couvrir les charges incompressibles? Cette approche est bien plus qu'une mauvaise gestion de l'État. C'est une volonté manifeste. Je peux me tromper, mais après il faut me démontrer le contraire. Mais c'est une volonté manifeste de nuire à la population congolaise. C'est une stratégie politique délibérée, orchestrée par Denis Sassou Nguesso et les puissances étrangères qui l'ont ramené au pouvoir. Cette stratégie repose sur des prêts biaisés et sur la corruption, outil incontournable du néocolonialisme moderne. Il est donc important de comprendre que Denis Sassou Nguesso est un agent de l'étranger au service des intérêts de la France-Afrique. Alors, si vous voulez, je vais vous lire un extrait d'une note trouvée dans les coffres-forts d'Elf à la Défense. Donc une note qui explique très bien l'activisme des dirigeants d'Elf au Congo-Brazzaville particulièrement. Alors, compte rendu avec Monsieur T. Monsieur B vient de voir Sassou et lui a proposé d'exécuter les opposants qui lui seraient désignés. Sassou vient de recevoir les pièces des blindés achetées par l'intermédiaire de Mbaye, qui était un agent de renseignement gabonais. Transport aérien de Genève à Libreville, puis ensuite Libreville-Brazza. Mokoko a rejoint Brazza le 26 novembre. Alors Mokoko, encore une fois, c'est le chef d'état-major, effectivement, en cette année 92. Sassou doit essayer de le persuader d'agir. Bongo, dès son retour le 25, avait téléphoné à Sassou dans le même sens. Une équipe de mercenaires est prête à agir depuis Libreville.
Et donc, c'est ce que j'indique moi en page 43 de mon livre. Un des baobabs de la France-Afrique qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui est au pouvoir depuis 1979, avec une petite éclipse dans les années 90, et qui, lui, a vraiment du sang sur les mains depuis la guerre civile des années 90, et puis même la révolte réprimée en 2016 et 2017 dans la région du Poul. Et puis, il y a des liens très forts de corruption entre Brazzaville et Paris. Je parlais de l'affaire des biens mal acquis. On a l'impression que toute la classe politique française a défilé à Brazzaville, je pense de manière pas tout à fait désintéressée. Strauss-Kahn qui prodiguait des conseils à Sassou Nguesso, des conseils rémunérés. Nicolas Sarkozy, Squarcini, Anne Hidalgo aussi, sous couvert d'un partenariat pour l'environnement. Sassou Nguesso, parce que j'ai fait une enquête minutieuse sur lui. Sassou Nguesso a signé un document de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure Française, comme quoi, en cas de conflit d'intérêts entre le Congo-Brazzaville indépendant et la France, lui, il défend les intérêts de la France. Sassou a signé ça le 12 octobre 1962. Vous avez compris que la stratégie politique de Denis Sassou Nguesso et ses maîtres qui l'ont ramené au pouvoir consiste à favoriser l'exploitation presque gratuite des ressources naturelles stratégiques et essentielles aux industries de la puissance coloniale. De ce fait, grâce aux mécanismes d'endettement et à des réseaux corruptifs bien ancrés, le peuple congolais se voit spolier de ses richesses et maintenu sous le joug d'une élite dirigeante soutenue par les intérêts étrangers. Les prêts accordés au Congo-Brazzaville sont souvent obtenus par des procédés opaques et frauduleux, souvent négociés par des entités étrangères, notamment françaises. Vous vous souvenez des Paradise Papers, cette immense fuite de documents confidentiels? Eh bien, ils continuent de parler. En les épluchant, Jérémy Baruch, journaliste au Monde, a découvert comment Total a aidé la République du Congo à contourner des directives du Fonds monétaire international. C'est l'affaire Likwala. Pour comprendre, il faut remonter à la fin des années 90. Au terme d'une guerre civile sanglante, Denis Sassou Nguesso revient au pouvoir, mais il trouve les caisses de l'État trop vides à son goût, et estime que c'est en partie la faute d'Elf, l'une des grandes sociétés pétrolières françaises. En 2003, Total, qui a racheté Elf, décide de balayer ce contentieux et trouve un terrain d'entente. Au lieu d'une transaction financière, Total propose au Congo une concession pétrolière. Sauf que le Congo a besoin d'argent. La solution, ce serait de faire ce qu'on appelle dans le jargon bancaire un préfinancement pétrolier. Un préfinancement pétrolier, ça veut dire que le Congo va pouvoir emprunter de l'argent à une banque contre une somme qui équivaut à des barils de pétrole qui n'ont pas encore été extraits. De quoi transformer la concession pétrolière en machine à cash avant même que le pétrole n'ait coulé. Problème, pour des institutions internationales comme le FMI, ce type d'accord est suspect. Il y a de nombreux intermédiaires, de l'argent peut être facilement détourné, bref, un gros risque de corruption. Le Congo s'est d'ailleurs engagé dès 2000 devant le FMI à ne plus y avoir recours. Et c'est là qu'apparaît l'affaire Likwala. Pour échapper au radar du FMI, Total a imaginé un montage offshore complexe afin de dissimuler un tel préfinancement. Et bien qu'elle s'en défende, Total est la pierre angulaire de ce montage. C'est ce que prouvent tous les documents auxquels le monde a eu accès. Voilà qui soulève la question de la souveraineté de la République du Congo. En 2021, par exemple, les services de renseignement français, avec l'intervention de certains intermédiaires et acteurs politiques, se sont impliqués dans les négociations entre le Congo-Brazzaville et le FMI. L'ancien ministre français Dominique Strauss-Kahn, vous le connaissez, y avait également contribué, ce qui lui avait d'ailleurs rapporté 800 000 €. Je dis bien 800 000 €, soit un demi-milliard, pour service rendu à Denis Sassou Nguesso au détriment du contribuable congolais. Il est très important aux Congolais de comprendre le rôle joué par Denis Sassou Nguesso dans cette stratégie qui asphyxie l'État congolais. Il travaille à déposséder les Congolais de leurs richesses au profit des intérêts étrangers, tout en maintenant la population congolaise sous la pression d'un cycle infernal, j'allais dire, interminable de dettes. La médication, la potion du médecin Banque mondiale est très dure. Fonds monétaire aussi. FMI, très dur. Au début des années 80, nous avions lancé un plan ambitieux, le plan quinquennal, 82-86. On l'avait commencé par
des infrastructures de base, comme maintenant d'ailleurs. Et cela n'a pas fondamentalement changé. Mais cela n'a pas duré, puisque les prix du pétrole se sont effondrés, sont passés de $33 à 9, puis à 7. Et le dollar lui-même est passé de 10 francs français à 5. Les deux effets cumulés ont amené la catastrophe et donc la cessation de paiement est suivie naturellement par les mesures d'ajustement structurel telles qu'elles étaient dictées par le Fonds monétaire de la Banque mondiale et qui n'ont pas donné de bons résultats. Je ne connais pas de pays qui ait obtenu de bons résultats à travers l'ajustement structurel. Cette stratégie contribue, vous le savez, à affaiblir l'État congolais en livrant ses ressources nationales aux multinationales étrangères et confisque la souveraineté du pays. Au cœur de ces manœuvres, pour ne pas dire un acte de haute trahison, se trouve un certain Gilbert Ondongo, ancien ministre des Finances du Congo. Il est l'un des principaux architectes de l'effondrement économique et financier du Congo. C'est sous son ministère qu'avait été initié le Fonds de garantie des générations futures qui avait pu épargner plus de 14 000 milliards de francs CFA, soit 26 milliards de dollars américains, finalement dilapidés. Que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme connu de tous. Des rapports internationaux tels que les Panama Papers l'accusent d'avoir détourné à lui seul, écoutez bien, plus de 745 milliards de francs CFA. Je répète, plus de 745 milliards de francs CFA qu'il a planqués dans les paradis fiscaux. Par ailleurs, une villa de luxe lui appartenant a été saisie par la justice portugaise, villa dans laquelle 8 millions d'euros en espèces ont été trouvés, soit plus de 5 milliards de francs CFA. La villa sera ensuite vendue aux enchères récemment, en juin 2024, à 11 millions d'euros, environ 7 milliards 300 millions de francs CFA, causant ainsi un préjudice financier total de 12 milliards de francs CFA aux contribuables congolais. Il bénéficie d'une vue sur la mer, de 3 étages, d'une salle de cinéma et d'un terrain de golf de 4,5 m². À l'intérieur, caché dans 2 coffres-forts, l'APG a découvert en 2016 8 millions d'euros de billets qui n'ont jamais été réclamés jusqu'à présent. À qui appartiendra-t-il dans 8 ans? Il n'y a pas de réponse officielle. Cependant, le manoir actuellement proposé aux enchères pour un prix de départ minimum de 8,2 millions d'euros est destiné à devenir la propriété du ministre congolais des Finances, Gilbert Ondongo. Ce dernier a été interpellé dans le cadre de l'opération Failed Atlantic, qui a également abouti à l'arrestation de 2 hommes d'affaires, José Vega et Paulo Santana Lopez, étroitement liés à la famille présidentielle de ce pays africain. Riche en pétrole, il est une clientèle cible idéale pour la société Asperbras brésilienne, avec laquelle Veiga reste en contact. El Apos, enquête porte sur 21 accusés qui, en Apo, n'ont pas encore été inculpés et portent sur des infractions de corruption liées au commerce international impliquant le Portugal, le Brésil et la République du Congo. Il existe également des soupçons d'organisation criminelle et de trafic d'influence. Participation économique au commerce, au blanchiment d'argent et à la fraude fiscale. Les biens saisis comprennent une autre maison à casquet et 2 voitures de grande cylindrée. Cette Porsche, par exemple, d'une valeur de près de 80 000 euros, qui est désormais également en vente aux enchères électroniques, appartiendra, selon Journal Publico, à José Veiga,
déjà placé en garde à vue. Le luxueux cabriolet Bentley, estimé à une valeur avoisinant 160 000 €, proviendra du partenaire d'affaires Paulo Santana Lopez. Ce véhicule prestigieux sera disponible à l'achat au cours des 4 prochains jours. Malgré tous ces scandales financiers révélés par les rapports internationaux, Gilbert Ondongo n'a jamais été inquiété par la justice congolaise. Et d'ailleurs, il continue d'exercer en tant que conseiller spécial de Denis Sassou Nguesso. Cela démontre que ces malversations financières sont commises avec la bénédiction du tyran de Brazzaville. Où va l'argent des générations futures? Je vais poser les 3 questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures est gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Aujourd'hui, Gilbert Ondongo, mais aussi Anatole Koliné Makosso et bien d'autres membres du Parti congolais du travail s'attaquent aux réseaux sociaux, disons mieux aux médias alternatifs en ligne, particulièrement les médias congolais. C'est clair, ça peut se comprendre, mais simplement parce que ces derniers révèlent des vérités que les médias traditionnels congolais feignent d'ignorer. J'insiste pour dire que le détournement de 14 000 milliards, l'équivalent de 26 milliards de dollars américains, représente une perte financière colossale, j'allais dire criminelle, pour le Congo-Brazzaville et compromet l'avenir des enfants congolais. Notre pays traverse réelle situation de crise. Payer des salaires tous les mois relève d'une véritable acrobatie. C'est un vrai casse-tête. Faire face à nos obligations internationales tous les mois, c'est un vrai casse-tête. Financer notre avenir, c'est un vrai casse-tête. J'insiste, notre avenir, l'avenir de nos enfants. Ce montant astronomique volé correspond à environ 7 années budgétaires du Congo. Est-ce que vous avez compris? Non, je ne crois pas. Je répète, 14 000 milliards de francs CFA, soit 26 milliards de dollars américains, c'est l'argent nécessaire pour faire fonctionner l'État congolais pendant 7 ans. Je dis bien 7 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans d'années budgétaires. De l'argent qui aurait servi à améliorer les conditions de vie des Congolais qui ne sont que 6 millions d'âmes. Ce vol, croyez-moi, est le plus grand pillage économique que le monde n'ait jamais connu. C'est le plus grand vol du siècle. Je mets au défi quiconque venir me démontrer dans quel pays au monde le gouvernement a détourné une telle somme. En un seul tour de bras. 14 000 milliards de francs CFA, 26 milliards de dollars américains. À titre de comparaison, même si comparaison n'est pas raison, cette somme aurait pu financer 26 projets équivalents au train express régional du Sénégal. Ça vous dit? Dont la première phase Dakar-Diamadiou aéroport a coûté environ 1 milliard de dollars. Un investissement qui rapporte actuellement 10 milliards de francs CFA mensuels dans les caisses de l'État sénégalais. Après 5 ans de travaux, Dakar vient d'inaugurer sa toute nouvelle ligne de TER. Objectif du train express régional, désengorger la circulation de la métropole sénégalaise. À raison de 6 trains par heure, de 5h à 22h, 115 000 personnes pourront être transportées chaque jour de Dakar à Diamniadio. La construction du TER et de ces nouveaux rails a impliqué une vingtaine d'entreprises françaises, dont Eiffage, Engie, Thales, SNCF, mais aussi turques et sénégalaises. Le projet aura coûté plus d'1 milliard d'euros. Avec cet exemple de développement réussi au Sénégal, nous pouvons mieux évaluer l'étendue du drame que représente aujourd'hui le chemin de fer Congo-Océan, le CFCO. Autrefois épine dorsale de l'économie congolaise, actuellement abandonnée et réduite à l'état de ruine. Toits défectueux, murs fissurés, insalubrité et autres, c'est l'image peu luisante qui reflète la gare centrale des Points Noirs qui jadis attirait plus d'un visiteur.
Cette bâtisse coloniale, qui représente aujourd'hui un monument historique de la ville, tombe en ruine au jour le jour, sous l'œil impuissant des pouvoirs publics. Aujourd'hui, là, on ne comprend pas qu'est-ce qui ne va pas au Congo. Là où vous voyez que non, l'administration, la torture est foutue. Il faut arranger. Mais pourquoi il faut attendre le midi à 14h? Il faut parler. Pour arranger ça, ça ne prend pas du temps. Là, bientôt, là, on va entamer la saison des pluies. Mais non, quand il y aura des pluies, là, ils vont faire comment? Voilà. Et pourtant, ça ne demande pas beaucoup de choses, là. Arranger la torture, ça demande quoi, là? Ça ne demande pas quelque chose, ça ne demande pas au nom des milliards ou quoi, là? Un des agents trouvés sur place déplore les conditions de travail actuelles, tout en s'indignant de voir cette œuvre historique et touristique partir en ruine. Toutes les gares ferroviaires ou presque sont totalement délabrées, la voie ferroviaire impraticable. Les cheminots accusent jusqu'à 40 mois de salaire impayé. Cette infrastructure qui a pourtant coûté la vie à plus de 20 000 Congolais pour sa construction a été réduite à néant par une gestion désastreuse et des politiques irresponsables plongeant le pays davantage dans un chaos économique et financier. Avec ce genre de politique, comment s'étonner que le Congo aille très mal? 14 000 milliards de francs CFA, 26 milliards de dollars américains correspondent aussi à la construction de 270 universités similaires à l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal qui, pour rappel, a coûté environ 80 millions d'euros, soit 52 milliards de francs CFA s'étendant sur 100 hectares avec une capacité d'accueil de 60 000 étudiants. Centre des œuvres universitaires de Dakar, ici c'est l'entrée principale du campus social, le centre d'hébergement des étudiants. Une entrée qui force le regard et l'admiration pour ces espaces paysagers, soigneusement aménagés pour rendre agréable le séjour sur le campus. Ici, le décor est un mélange de statues et portraits du parrain de l'université de Dakar, Cheikh Anta Diop. Le tout planté dans le jardin des nations, symbole de la diversité au sein de ce temple du savoir. De belles réalisations œuvrent des étudiants de l'UCAD sous l'encadrement de la direction du COUD. Si aujourd'hui on te bandait les yeux pour te faire descendre dans le campus, regarder cet environnement, tu penserais que peut-être que dans un campus européen, il y a une dynamique de rupture positive, n'est-ce pas, donc, qui est notée. Le seuil franchi, se dresse donc le mythique pavillon A, icône de ce site d'hébergement réputé. Reconnaissable jadis par sa taille et ses couleurs imposantes en bleu et blanc, le pavillon A paraît aujourd'hui sous d'autres couleurs, harmonisées au sein du campus social. Tout cela concourt à le rendre attrayant et agréable à vivre. De façade comme de l'intérieur, le pavillon A a connu un véritable changement. Cette mutation au niveau du campus s'est opérée avec la réalisation d'infrastructures consistant à augmenter et à améliorer sensiblement la qualité de vie sur ces sites. C'est le cas ici au campus de l'ESP ex-Ensut. De nombreux pavillons ont vu le jour, un décor splendide qui convient parfaitement à l'épanouissement des étudiants. Ils sont conscients de ça et ça, pour ça, de temps en temps, nous recevons des lettres de félicitations des étudiants et ça nous motive davantage. Ouais. Mais le travail, c'est au quotidien que nous le faisons. De 2012 à nos jours, le COUD a casqué fort pour en arriver à ces réalisations. Elles ont changé agréablement le visage des campus et le séjour des étudiants. En République du Congo, l'université Mariangwabi, l'une des rares puisqu'il n'en compte que deux, est depuis longtemps le théâtre des grèves incessantes, relevant un dysfonctionnement savamment entretenu par le régime Sassou Nguesso pour affaiblir le niveau intellectuel des étudiants congolais et ternir l'image de cette institution du savoir. Le collège intersyndical relève avec indignation l'indifférence du gouvernement face aux énormes difficultés que vivent les travailleurs de l'université Mariangwabi et exige 1. Le paiement de 5 mois de salaire dû aux travailleurs de l'université Mariangwabi, août et septembre 2024, août, septembre et octobre 2025. 2. Le paiement de toutes les heures diverses dues depuis l'année 2018. 3. Le versement par le Trésor public de l'ensemble des cotisations sociales des agents de l'université Mariangwabi aux caisses de sécurité sociale. En considération de ce qui précède, le collège intersyndical décide du déclenchement d'une grève générale et illimitée à compter du lundi 17 novembre 2025
à 7h00. L'université Marien Ngouabi est en proie depuis plusieurs années à une crise sociale qui perturbe tant le planning académique que la formation des étudiants au sein de cette institution publique. Il a été nommé, il est venu ici une fois faire des vidéos. Il nous faut même le fils du président républicain. Je me trouve exactement ici au campus. Juste derrière moi, vous voyez ce hangar. Il s'agit d'une salle de jeu d'un étudiant. Un étudiant qui traverse des moments assez difficiles et finalement qui a décidé au sein même du campus de mettre en place cette salle de jeu. Et malheureusement, il me fait savoir que depuis quelque temps, faute d'électricité, surtout que ceux qui viennent jouer, ce sont les étudiants aussi, donc il n'y a pas assez de moyens. Donc la situation devient de plus en plus difficile pour les étudiants. Donc on va continuer la visite. Merci beaucoup. Ça aussi, ce sont des petits commerces pour les étudiants ici. Vous voyez du pain, il y a ces patachos, ces dîners. Il est étudiant, ici au campus. Voilà, je regarde. C'est un restaurant, mais ça sent bon ici, hein. C'est un restaurant, c'est un étudiant. Il est lui-même là, c'est un homme fort, hein. C'est un homme fort. C'est du saka, le riz. Voilà, ça c'est les haricots, ici le riz, et ça c'est du saka, et on constate là-bas il y a du poulet. Donc, c'est un restaurant qui appartient à l'étudiant. Toujours dans la suite un peu de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un étudiant, comme tous les autres d'ailleurs, qui est au campus, mais qui traverse des moments assez difficiles. Pareil pour les étudiants congolais orientés à l'étranger qui n'échappent pas à la règle, comme en témoigne la situation des étudiants congolais en Russie. Avant de quitter Moscou, le président Denis Sassou Nguesso a eu une rencontre citoyenne avec la communauté congolaise, composée essentiellement du personnel diplomatique, des étudiants et stagiaires. Le président de la communauté des étudiants congolais, Grace Ndongo, n'a pas utilisé la langue de bois pour évoquer les problèmes auxquels ils sont confrontés. Mais l'opération d'enrôlement en vue de l'établissement des passeports et le processus de la paye de la bourse ont été plus qu'un ouf de soulagement pour ces étudiants qui ont fini par témoigner leur gratitude au chef de l'État. Vous avez connaissance des problèmes auxquels est confrontée la communauté congolaise en Fédération de Russie, à savoir le renouvellement des passeports, le paiement de la bourse aux étudiants et en perspective l'acquisition des billets de rapatriement, ceci malgré la conjoncture économique difficile. Et il ne faut pas croire que les quelques difficultés que vous pouvez rencontrer, retard de la bourse, etc., elles ne sont pas propres aux étudiants. Elles ne sont pas propres aux étudiants. Parce que le pays connaît une conjoncture difficile. Nous allons surmonter, et cela je vous le promets, nous allons surmonter ces difficultés-là pour relancer notre pays sur le chemin de la croissance, sans aucun doute. Mais pendant cette période difficile, on se serre un peu la ceinture. C'est valable pour vous, comme pour les parents qui sont restés au pays. Et il y a des moments, le président, chaque fin de mois, il perd le sommeil pour voir comment rassembler quelques bouts, payer quelques salaires de fonction publique. Parfois, on paye à tour de rôle. Il y a un premier noyau, puis un deuxième, puis un troisième. Pas de retour au pays sans diplôme. C'est l'ultimatum des étudiants congolais en fin d'études à l'université privée de Marrakech au Maroc. Ces derniers l'ont fait savoir au ministre de l'Enseignement technique et professionnel en mission pour cette situation. On ne rentrera pas sans nos attestations. Puisque vous avez dit que c'est le premier quinzaine du mois de mars que le PDG viendra avec les attestations, puisque vous doutez en nous que nous n'allons pas répondre.
Moi, je ne relance pas ce débat. On a déjà tiré les conclusions. Non, on n'a pas. Après le dimanche en 8, je n'ai plus de discussion avec vous. Ok? Notre position reste ferme, on ne peut pas bouger ici sans le diplôme. Vous ne m'attendez plus. Je ne serai plus là. C'est pas grave, nous on reste ici. Ok. Nous on reste ici. Oui, Combien ici, la mort ici? Après, au Maroc. Oui, à l'UPEM. À l'université privée de Marrakech, au campus. Nous restons au campus. Vous êtes libérés de l'UPEM. Non, on ne rentrera pas sans le diplôme. On ne rentrera pas sans diplôme. Notre communauté est majoritairement constituée des familles de basse classe. Alors nous n'avons pas des parents capables de pouvoir nous soutenir financièrement. Nous avons étudié et réussi en vivant avec le strict minimum possible. Et cela nous laisse beaucoup de questions, à savoir, quel avenir nous attend face à cette négligence palpable aussi clairement exprimée par le gouvernement? Le gouvernement va-t-il continuer à embellir les projets avec des mots qui ne s'accompagnent d'aucune action? Nous sommes inquiets et perdus, et nous voulons avoir des réponses par des actions, non par des promesses. 14 000 milliards de francs CFA, l'équivalent de 26 milliards de dollars américains, c'est aussi 28 années, écoutez bien, de salaire et pension de toute la fonction publique dilapidée. Est-ce que vous avez compris? Non, je ne pense pas. Je répète, 14 000 milliards de francs CFA, c'est aussi 28 années de salaire et de pension de toute la fonction publique dilapidée. Pour vous en convaincre, il vous suffit de consulter le projet de loi des finances 2026 du Congo-Brazzaville, bien entendu, déjà disponible en ligne. Vous constaterez que la masse salariale de toute la fonction publique, je dis bien toute la fonction publique, est estimée à 435 milliards de francs CFA. Ajoutez à cela les 66 milliards de francs CFA consacrés aux pensions des retraités, soit un total de 501 milliards de francs CFA annuels. Divisez donc 14 000 milliards de francs CFA par 501 milliards, vous obtiendrez 28. Donc, 28 années de salaire et pension de la fonction publique détournée d'un simple tour de bras par Denis Sassou Nguesso et sa bande sans ménagement. Tenez-vous tranquille, en dehors des 14 000 milliards de francs CFA dilapidés et d'autres scandales de détournement de données publiques bien connus des Congolais, dont les auteurs courent librement la capitale, Denis Sassou Nguesso détourne en outre 250 millions de dollars, l'équivalent de 150 milliards de francs CFA chaque année des revenus pétroliers du Congo depuis son retour au pouvoir par les armes. Vous avez compris pourquoi il est revenu par les armes au pouvoir? Il est reproché au président Denis Sassou Nguesso le fait d'avoir dissimulé des avoirs dans une société offshore créée en 1998 dans les îles Vierges britanniques. Économiste et statisticien, avant d'être homme politique, Clément Mirassa a, sur son bureau à domicile, un document comportant les révélations des Pandera Papers. Et on se rend compte que nous avons véritablement des problèmes parce que les gouvernants de nos pays sont dans des situations extrêmement dangereuses. Ils sont dans des situations paradoxales, parlant du développement et adoptant des attitudes contre le développement. Clément Mirassa salue la démarche des journalistes d'investigation à l'origine de l'enquête. Et en ce qui me concerne, je pense que pour faire de la lumière, il faut que le Parlement congolais ouvre une enquête judiciaire contre le président de la République et ça permettra au Congo d'être apaisé. Et je pense aussi que la justice devrait emboîter le pas. Coordonnateur du Cercle des droits de l'homme et de développement, Roch Eloge Nzobo exprime toute sa désolation sur l'évasion fiscale dont le Congo serait victime. Je suis aussi désolé de voir que la République du Congo revient toujours chaque fois qu'il y a des informations liées que ce soit les questions d'évasion fiscale ou détournement de fonds publics. Cela donne de plus en plus une mauvaise image de notre gouvernement, de nos dirigeants. Selon les observations de du cabinet d'audit KPMG, il y a près de 250, ça c'est à partir des chiffres de la SNPC, qui disparaissent chaque année.
C'est-à-dire le salaire de l'ensemble des fonctionnaires congolais pendant une année. 250 millions de dollars disparaissent chaque année. Donc quand on convertit en francs CFA, on se rend compte que c'est vraiment le salaire des fonctionnaires congolais pendant une année. Donc si on continue à ce rythme-là, c'est depuis 98. Donc depuis que la SNPC a été créée, le chiffre est à peu près le même. En 2004, il a été de 237 millions de dollars. Et donc c'est quasiment le même chiffre chaque année. Donc il faudrait véritablement que les choses changent au Congo, sinon il n'y a vraiment aucun avenir. On peut continuer à multiplier les exemples de comparaison sur ce que l'on peut faire avec 14 000 milliards de francs CFA, parce que j'ai l'impression que les Congolais n'ont jamais évalué la portée de cet acte, la dilapidation de 14 000 milliards de francs. C'est un crime, un acte de haute trahison. Alors, détourner ce montant, les 14 000 milliards de francs CFA, les planquer dans les paradis fiscaux tout en privant les fonctionnaires, les étudiants, les retraités de leurs salaires, bourses et pensions, condamner les Congolais à une vie de misère et de précarité absolue. Je n'oublie pas le coût de la vie qui est actuellement exorbitant. L'accès aux services de santé et d'éducation de qualité demeure un mythe, n'a simplement aucune équivalence sur Terre. Jamais. Nous vivons dans les quartiers. Vous voyez ces femmes-là, les Yalangoto, au marché de Vindoulou. Vous les voyez au marché central. Vous les voyez partout. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans en tant que Congolais? Vous voyez ces jeunes-là qu'on a transformés en Koulouna, en bébés noirs. Vous voyez ces vieux retraités qui passent ici chaque matin pour aller à la CNCS, là, tout simplement. Mais vous avez les larmes aux yeux. Je connais des fonctionnaires qui sont à la retraite depuis 9 ans, mais qui n'ont pas leur pension de retraite. À qui ça peut faire plaisir? Quand vous dormez chez vous, vous ne savez pas si vous vous leverez demain matin. Parce que les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Parce que l'eau dans les robinets, c'est un peu un pipi de chat. Alors dites-moi, cher monsieur, quel Congo nous voulons avoir? Regardez cette jeunesse dont on a tant vanté. Que sont devenus nos jeunes aujourd'hui? Malgré tous ces scandales de vol, corruption, détournement de deniers publics, Denis Sassou Nguesso et ses partisans veulent se maintenir au pouvoir par tous les moyens, y compris par la force, car c'est le seul moyen pour le tyran de Brazzaville d'y accéder et de s'y maintenir. La politique, disait un éminent cadre, consiste à améliorer la vie des citoyens par rapport à la situation initiale qu'on a trouvée à son arrivée. Posons-nous donc la question légitime de savoir ce que Denis Sassou Nguesso a réellement accompli de mieux que ses prédécesseurs. Qu'a-t-il fait de mieux? À l'heure où nous réalisons cet édito, nous sommes le 18 décembre 2025, les fonctionnaires congolais accumulent jusqu'à presque 100 mois d'arriérés de salaire impayés. Les retraités subissent plus de 50 mois d'arriérés de pensions impayées. Les étudiants passent plusieurs années sans toucher leur bourse. Et nombreux sont des enseignants qui restent sans rémunération. Ils sont en grève depuis le 13 novembre 2025. Ces enseignants communautaires du préscolaire, primaire, collège, lycée et de l'alphabétisation signent et décident du maintien de leur grève pendant que s'annoncent les compositions du premier trimestre. Tous les enseignants communautaires sont invités à l'observation de cette grève sans condition ni délai, jusqu'à ce que le gouvernement va manifester la volonté de prendre à bras le corps notre cahier de charges contenu dans la dite déclaration. Sur quoi le personnel hospitalier accumule des dizaines de mois d'arriérés de salaire. Des grèves à répétition dans tous les secteurs ou presque de la fonction publique. Des grèves souvent étouffées par la répression policière. Feuilleton de grève en République du Congo, des administrations para-étatiques de plus en plus paralysées. Après l'université Marien Ngouabi, les mairies du Congo prennent le relais. Ici à la morgue municipale, ce 11 décembre, aucun service n'est fonctionnel.
Les parents sont dans les mois. Déjà payé, hier les parents étaient ici, ils ont parlé avec les parents, ils ont dit qu'on peut enterrer aujourd'hui. Mais on a fait tout, on a préparé, on a mis les chapelles, tous les gros baffles, on a tout mis. Mais arrivé sur notre Dieu que le corps ne peut pas sortir. On a dépensé beaucoup d'argent là-bas, c'est pas eux qui vont nous rembourser l'argent là. L'État essaie d'y remédier vite à cette situation parce que ça pénalise beaucoup les Congolais, beaucoup de familles endeuillées. S'il faut reporter encore l'enterrement, c'est de l'argent qu'il faut dépenser encore. Les agents des mairies de Mosendio, Kaï, Dolizy, Ouesso, Pointe-Noire et Brazzaville traînent de nombreux mois impayés. Chaque mairie a son package de revendications allant entre 80, 60, 14 et 9 mois. L'agent municipal qui lâche le morceau préfère garder l'anonymat. Au niveau de la mairie de Brazzaville, nous avons déjà 14 mois impayés. Nous sommes en grève, nous réclamons nos salaires. Dolizy, ils ont près de 50 mois impayés. Moussendio, ne parlons plus. Près de 80 mois impayés. La mairie de Brazzaville devient de plus en plus l'ombre d'elle-même, s'indigne un agent qui s'interroge sur la direction que prennent les recettes municipales. Dans ce contexte, comment le Parti congolais du travail peut-il continuer à se réjouir d'un tel bilan? Devant le ministère de la fonction publique et du travail ce 13 décembre 2025, une foule en colère. Ils ont travaillé à Brazzaville pendant des années dans le ramassage de tout type d'ordures et de balayage des grandes artères sans être rémunérés pendant des mois. Les ex-agents de la société d'Averda qui attendent de pied ferme le versement de leurs mois impayés et les indemnités suite à l'arrêt du travail ont manifesté leur ras-le-bol. Depuis le départ d'Averda jusqu'alors, on ne nous a pas encore payé, on n'a pas reçu aucun sou. Tel que vous me voyez là, j'ai le calme. Avec moi, j'ai fait un accident de la société, un accident de travail. Ce que j'ai subi là jusqu'alors, c'est moi qui le connais. J'ai des douleurs, j'ai des enfants, j'ai une femme. Tout ça parce que j'ai aimé que mon pays soit propre. Mais mon pays aussi, le gouvernement devait reconnaître ce que nous avons fait. Pour terminer, je voudrais simplement vous rappeler que l'histoire reste entre les mains des peuples. C'est donc aux Congolais de décider s'ils vont continuer avec ce régime colonialiste et de prédation, le PCT, que j'assimile souvent à une organisation criminelle, ou le stopper net pour donner une nouvelle chance au Congo de se refaire. Aujourd'hui, regardez la géopolitique. Les faibles vont disparaître. Ça, il n'y a rien à faire. Soit vous avez confiance en vous, vous développez votre outil, ou bien vous n'avez pas confiance et vous disparaissez. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement cet édito. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce cycle infernal du surendettement du Congo depuis le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir par coup d'État militaire. Merci et à très bientôt.